Bonjour à toutes et tous. Voilà, alors je suis le premier intervenant. C'est Adrien, Monsieur Benkens. Je suis conseiller en environnement chez Idelux. En guise d'introduction, j'aimerais vous montrer un premier graphique qui est celui-ci. Donc c'est un graphique qui reprend les données météorologiques mensuelles pour la station de Uccle et qui sont repris pour la période entre 1991 et 2020 ou 2021. Alors, les bâtonnets représentent les données allant de 91 à 2020 et sont les données extrêmes, et la courbe en orange représente les données de l'année 2021. Ce qui est important de voir, c'est que en juillet 2021, nous avons eu un mois qui est extrêmement humide puisque les données de 2021 dépassent les extrêmes des 30 dernières années. Ce qui est exceptionnel, c'est pas tellement la quantité qui est tombée sur tout le mois, mais surtout l'intensité durant 2 jours. Donc on parle de 160 mm en près de 2 jours. Ça représente une pluie d'une période de retour qui est supérieure à 200 ans. Donc ça veut dire qu'une telle pluie, elle va avoir plus d'une chance, moins d'une chance sur 200, excusez-moi, de se reproduire chaque année. Et avec le changement climatique, on peut se poser la question de est-ce que ce type de précipitation extrême n'augmentera pas en occurrence? La réponse, a priori, ce serait oui. Il est donc nécessaire d'agir. Alors là, quelques petites illustrations qui sont prises de la presse. Vous voyez que voilà, les inondations ont frappé pas mal de monde et ont causé pas mal de dommages, puisqu'on parle de plus de 350 millions d'euros. Alors, on a eu des inondations et le gouvernement wallon a décidé d'établir une circulaire inondation, s'il l'a dit bien passé. Voilà, une circulaire inondation qui est donc applicable depuis décembre 2021, mais uniquement pour la partie des permis, c'est applicable depuis avril 2022. Alors, cette circulaire inondation, elle a vraiment pour but de prendre en compte le risque d'inondation sur tout le territoire pour les autorités qui sont compétentes et leur donner différents outils pour leur prise de décision. Euh, Ce qu'il faut retenir et ce qui est le plus important, c'est que cette circulaire inondation, elle a donné naissance à 3 référentiels, deux qui sont deux qui concernent uniquement le bâti en zone inondable, que ce soit les nouvelles constructions ou les anciennes constructions, et puis un troisième référentiel, celui qui nous concerne aujourd'hui, celui de gestion durable des eaux de pluie, qui lui concerne tous les nouveaux projets. Alors, ce référentiel, bah, le nom est assez parlant. Son objectif, c'est de promouvoir une gestion durable des eaux de pluie dans le cadre des projets d'urbanisme, d'urbanisation, mais également à plus large échelle d'aménagement du territoire. Il a une structure qu'on peut décomposer en 5 points. D'abord, une introduction qui explique ce que c'est la gestion durable des eaux de pluie, la portée légale de ce référentiel, comment on en est venu à établir un tel référentiel. Une deuxième partie où on explique quels sont les grands principes à prendre et auxquels réfléchir pour prendre en compte le risque d'inondation dans son projet, dans son aménagement du territoire. Après, une troisième partie composée de 14 balises qui vont nous permettre d'analyser un projet ou un permis d'urbanisme ou que sais-je, sur base du schéma décisionnel évaluer, éviter, atténuer, compenser, partie qui sera présentée par ma collègue Lindsay un petit peu plus tard dans le temps de midi. Ensuite, un quatrième point qui va reprendre des fiches techniques qui reprennent donc avec beaucoup plus de détails de technicité des outils de gestion des eaux qui sont décrits dans les 14 balises précédemment décrites. Et puis enfin, une dernière partie où là on va rentrer vraiment dans du concret avec des exemples chiffrés de dimensionnement du dispositif, partie aussi présentée par mon merveilleux collègue Maxime que vous verrez plus tard dans ce temps de midi. Alors, ce référentiel, il a un domaine d'application qui est très large, à savoir l'ensemble du territoire wallon, que ce soit en zone urbanisable ou en zone non urbanisable, en zone repris au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique ou les zones non repris dans ce PACH.
Si on décompose un petit peu à une autre échelle, on peut se servir de ce référentiel pour des projets à plus faible échelle, donc des projets individuels, tels que ceux décrits sur la slide, les permis d'urbanisme, d'urbanisation, de construction groupée et de certificat d'urbanisme. Et puis enfin, à plus large échelle, excusez-moi, les outils d'aménagement du territoire, que sont les guides communaux et régionaux d'urbanisme, les schémas d'orientation locale, les schémas de développement communaux et les sites à réaménager. Mais quelle est la portée réglementaire de ce référentiel? Eh bien, en fait, il n'y en a pas, selon le code ET. Il va vraiment découler d'une démarche volontaire de la part de vous, auteurs de projet, ou alors il peut être vivement suggéré de le suivre par les autorités compétentes. Mais forcément, ce référentiel est conforme aux législations wallonnes en vigueur en termes de gestion de l'eau, en particulier le Code de l'eau et son article R277, puisque ce référentiel, tout comme ce Code de l'eau, prévoit d'envisager l'infiltration des eaux dans le sol en priorité. Alors, le public cible de ce référentiel, il y en a trois. D'abord, vous, les auteurs de projets, et les demandeurs de permis, qui vont, au travers de ce référentiel, trouver des façons d'évaluer les caractéristiques, les risques et les contraintes du site pour proposer une solution de gestion des eaux qui est la plus durable possible et la plus adéquate. Les autorités publiques qui vont pouvoir revoir les outils d'aménagement de territoire ou analyser les permis qu'on leur soumet grâce aux 14 balises décrites, qui seront décrites juste après. Et puis, il y a aussi les bureaux d'études qui vont pouvoir trouver dans ce référentiel un véritable canevas qui va de l'évaluation à la compensation pour pouvoir proposer des solutions durables pour gérer les eaux de pluie et pouvoir conserver cette ressource en eau, comme le disait Stéphanie dans son discours précédent. Alors voilà, moi j'en ai fini de planter le décor. Je vais donc vous laisser avec ma collègue Cathy qui va vous expliquer ce que c'est la gestion durable des eaux pluviales. Merci à tous. Voilà, bonjour à toutes et à tous, et à mon tour de vous souhaiter un grand merci pour votre intérêt pour ce webinaire. On est monté à 112 personnes. Et j'en profite pour dire bon appétit à tous ceux qui mangent devant leur écran. Alors, voilà. Avant de commencer à tourner la première page de ce fameux référentiel, je voudrais d'abord continuer un petit peu à planter le décor et à vous soumettre cette question, mais pourquoi donc gérer les eaux pluviales? Alors, pour illustrer cette question, vous voyez sur votre écran le modèle du tout à l'égout, modèle de la ville entonnoir, qui représente en fait, qui symbolise le modèle qui est commun à toutes nos villes, c'est-à-dire l'installation d'une canalisation unique, un égout unitaire, pour évacuer les eaux usées, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, vers un endroit, souvent le cours d'eau proche d'une petite ville. Mais ce qui se passe, c'est que ce réseau unitaire, comme son nom l'indique, sert aussi bien à l'évacuation des eaux usées que des eaux pluviales. Donc ce modèle, voilà, sorry, ce modèle a fonctionné depuis, on va dire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, très bien pour les petites villes, et puis de plus en plus, il est mis à mal par deux paramètres. Le premier, vous voyez représenté par ce gros nuage, c'est la dérive, le changement, le dérèglement climatique, appelez-le comme vous voulez, mais qui nous amène de plus en plus des événements pluvieux intenses, nous amène aussi de la sécheresse, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Et le deuxième paramètre, c'est évidemment l'urbanisation. Donc les villes se sont agrandies, l'imperméabilisation, plus généralement l'artificialisation des sols s'est agrandie avec elle. La canalisation souterraine est restée de même dimension et aujourd'hui, lors d'un bel orage, tout ce modèle du tout à l'égout atteint ses limites. Et donc,
des réseaux d'égouttage saturés, ça coule de source, un mauvais jeu de mots. Un risque d'inondation accru, ça c'est assez clair aussi. Maintenant, une gestion hydraulique coûteuse, oui, le modèle du tout à l'égout, enfin ce réseau d'égouttage qui prend, donc comme je l'ai dit, les eaux usées, ça c'est son rôle primordial, principal, mais qui prend aussi les eaux pluviales, a fait que des adaptations ont dû être faites, notamment en construisant des déversoirs d'orage ou des bassins d'orage ou en canalisant des cours d'eau, que sais-je. Le réseau d'égouttage lui-même doit s'entretenir, c'est-à-dire être entretenu, être curé, être parfois réhabilité ou reconstruit s'il est sous-dimensionné. Donc tout ça a évidemment un coût pour la collectivité. Ce modèle du tout à l'égout représente aussi des enjeux de pollution car ce flux d'eau mélangé lors d'un bel orage va atteindre aujourd'hui la station d'épuration publique qui se trouve à l'autre bout du réseau d'égouttage et qui est équipée heureusement, est protégée de ce flux d'eau par un déversoir d'orage. Et donc, ce flux d'eau est dirigé directement vers le cours d'eau. Bon, les eaux pluviales dans un cours d'eau, ce n'est pas un problème, mais les eaux pluviales ont emporté avec elles toutes les eaux usées qui se trouvaient dans l'égout pendant l'orage. Et donc, ça peut provoquer des pollutions claires dans les cours d'eau. Alors, ce modèle a également un impact sur le rendement de ces stations. On va parler de STEP, ce sera plus rapide à dire. C'est-à-dire que les eaux de pluie ne sont pas des eaux qui doivent être épurées. Elles perturbent le fonctionnement, le traitement biologique dans les stations d'épuration, entre autres, et ça agit avec un impact négatif sur le rendement des steppes. Et enfin, dernier point, la non-réalimentation des nappes phréatiques, puisqu'on va déplacer les eaux pluviales qui sont susceptibles de s'infiltrer là où elles tombent. On va déplacer ce flux vers un cours d'eau et donc bypasser la réalimentation des nappes. Alors, je vais doucement, mais voilà, ça arrive. Il y a trop de monde à mon avis au webinaire. Alors, vu ce qu'on a vécu en Wallonie, enfin dans d'autres régions aussi proches en juillet 2027, on va évidemment chercher à limiter et à mieux prévenir le risque d'inondation. On peut agir en fait sur ce qui tombe du ciel, c'est-à-dire lutter contre le dérèglement climatique, c'est-à-dire limiter son empreinte carbone. Ça mériterait un, voire plusieurs webinaires, mais ce n'est pas le sujet du jour non plus aujourd'hui. Le deuxième point sur lequel on peut agir, c'est l'aménagement du territoire, donc l'aménagement de nos villes. Comme Adrien en a parlé tout à l'heure, le code été est en révision pour le moment, les plans de secteur sont dans le viseur aussi. Donc le but, c'est ici de viser la limitation de l'imperméabilisation des sols et donc, bien entendu, de viser une gestion plus vertueuse des eaux pluviales. Et donc voilà, le nouveau modèle qu'on aimerait bien viser, c'est le modèle de la ville éponge, comme vous le voyez sur l'écran. C'est une ville qui a l'air plus verte déjà, a priori, et c'est une ville qui va mieux absorber les eaux pluviales. Qui dit meilleure absorption des eaux, meilleure gestion, donc meilleure infiltration des eaux pluviales, dit donc réduction de la fréquence et de l'ampleur des inondations, dit évidemment aussi meilleure réalimentation des nappes phréatiques, alimentation des sols, de la végétation, donc meilleure gestion du cycle naturel de l'eau avec l'infiltration, l'évapotranspiration principalement. Cette meilleure gestion des eaux pluviales va aussi réduire la saturation des réseaux d'égouttage, donc la réduction de la pollution des milieux récepteurs, donc des cours d'eau. Et cette gestion a évidemment aussi des coûts sur l'impact financier collectif de ces eaux pluviales. Ah, ça va mieux. Alors, dans ce modèle de la ville éponge, en fait, on va en quelque sorte changer de lunettes et on va voir l'eau non plus comme un déchet dans le modèle précédent, mais comme une ressource. Et ça change beaucoup de choses, évidemment. On va penser à mettre en œuvre des solutions alternatives pour gérer ces eaux pluviales, donc des solutions plus basées sur la nature, plus respectueuses du cycle naturel de l'eau, je l'ai déjà dit, et on va viser à ce que ces solutions soient multifonctionnelles.
C'est ça l'importance quand on dit gestion durable des eaux pluviales ou gestion intégrée des eaux pluviales. Vous avez sûrement entendu parler des deux acronymes, la GIEP, etc. Le but du jeu, c'est qu'un dispositif de gestion des eaux pluviales ait plusieurs fonctions. Ce qui va donc apporter des bénéfices environnementaux, donc une meilleure adaptation au changement climatique ou un meilleur soutien à la biodiversité, des bénéfices sociaux, par exemple la lutte contre les îlots de chaleur dans les villes pour lutter contre ça en plein été, des bénéfices paysagers, donc par exemple l'amélioration du cadre de vie, de la qualité du cadre de vie, et encore on pourrait rajouter aussi des bénéfices financiers, la collectivité appréciera. Voilà. Donc, nous voilà rentrés enfin dans le référentiel. Le référentiel, comme l'a dit Adrien, n'est pas encore un outil réglementaire, mais il est à voir par tous les porteurs de projets actuellement comme une sorte de guide pratique, une sorte de boîte à outils pour tous les auteurs de projets et tous les bureaux d'études afin de se faire inspirer par de nouvelles solutions de gestion durable des eaux pluviales. Et il introduit cette gestion vertueuse à travers 3 principes cardinaux, dont le premier ici, je vous le lis. Donc, privilégier l'infiltration, on en a déjà parlé moult fois depuis le début de ce webinaire. Donc, ça veut dire que l'eau puisse s'infiltrer là où elle tombe. Alors, si l'infiltration totale et immédiate n'est pas possible, on peut aussi laisser le temps à l'eau pour qu'elle s'infiltre, donc la stocker, proposer un dispositif de rétention le temps qu'elle s'infiltre. Et si son infiltration totale n'est pas possible, on peut aussi penser à de l'infiltration partielle, ça on en parlera plus tard dans le webinaire. En tout cas, le but c'est de limiter absolument à ce qu'elle ruisselle pour éviter qu'elle prenne de la vitesse tout simplement, parce que quand elle en prend, elle s'infiltrera encore de moins en moins. Alors, sous-jacent à ce premier principe, il y a un principe que vous lirez dans le référentiel, c'est le principe de la solidarité amont-aval, qui est ici illustré par 2 représentations. Vous voyez à gauche et à droite un même bassin versant sur lequel tombe une pluie identique. À gauche, vous voyez où je vous explique qu'il y a une faible urbanisation et un cours d'eau en fond de vallée. Et à droite, l'urbanisation est plus importante et les eaux pluviales sont récoltées par une canalisation qui se rejette dans le cours d'eau. En dessous, vous voyez un graphe qui représente le débit à l'exutoire. Bon, l'exutoire, c'est là où le cours d'eau se fait trancher, là, dans la coupe. Vous voyez une augmentation du débit à gauche qui est bon, significative, il a plu, c'est normal, mais à droite, vous voyez surtout que l'impact de l'urbanisation et de cette mauvaise gestion des eaux pluviales est très important, mais très important surtout pour qui? C'est pour ceux qui habitent en aval de cette urbanisation et qui n'ont rien demandé. Donc ce principe amont-aval, de solidarité amont-aval, on va en entendre parler tout au long de ce référentiel. Alors, en principe numéro 2, vous avez l'intégration de la gestion des eaux pluviales dans chaque projet, mais l'intégration dès le départ de vos réflexions. Dès que vous avez un projet, n'hésitez pas à vous poser la question, qu'est-ce qu'on va faire des eaux pluviales? Bon, des eaux usées, on se pose moins la question, quoique parfois on a encore quelques pépites dans les demandes de permis, mais bon, c'est de moins en moins. Et donc ici, on vous représente une illustration d'une coupe bon, dans une ville finalement idéale, parce qu'il n'y a pas d'égout qui est représenté. Et surtout, ce qu'on vous montre, ce sont des dispositifs multifonctionnels. Donc, dans le cadre bâti, donc l'immeuble que vous voyez sur la gauche, il y a une toiture plate qui est équipée. Bon, ici, on voit qu'elle est végétalisée. Ça pourrait être aussi une toiture stockante. Donc, évidemment, une toiture, ça sert de toiture, mais ici, elle sert aussi donc, de rétention de l'eau. L'eau qui en été pourra, grâce à la végétation, mieux s'évapotranspirer, donc rejoindre le cycle naturel de l'eau. Mais une toiture, je ne vous apprends rien, vous êtes plus aguerri que moi sur ce sujet. Une toiture végétalisée ou stockante peut aussi servir à des fonctions acoustiques ou d'isolation thermique également. Ça, c'est pour le bâti comme exemple, mais pour ce qui est d'aménagement du relief, du paysage, vous voyez aussi différents aménagements, des noues, une forêt urbaine, un jardin de pluie. Et donc, je vais comparer l'installation pour la gestion des eaux de pluie d'une citerne de temporisation en béton. Donc, on va enfouir un bloc de béton en sous-sol
pour une fonction qui est la temporisation avant rejet, on ne va pas dire dans l'égout, ce n'est pas le but, dans un cours d'eau. Ici, ce rôle-là pourrait être de la même façon joué par une noue, donc une dépression dans un jardin, naturel ou pas naturel, peu importe. Et cette noue va donc servir d'abord au stockage de la pluie d'orage, puis à son infiltration, le temps qu'elle prendra. On peut aménager cette noue en plantant des arbres qui, par leur système racinaire, vont améliorer la capacité d'infiltration du sol, vont aussi améliorer la biodiversité, les îlots de chaleur, le cadre paysager. Enfin, vous avez compris ce côté multifonctionnel qui va être souligné tout au long de ce référentiel. Ah, petit moment. Désolée, ça prend du temps. Merci à celui qui a cliqué sur le petit bouton. Le troisième principe, c'est protéger l'environnement des risques de pollution. C'est-à-dire ici, on a affaire à des eaux pluviales ou à des eaux de ruissellement. Vous voyez la photo d'une noue au bord d'une route. Ces eaux de ruissellement ou ces eaux pluviales, par définition, ne seront jamais que faiblement contaminées. Et donc, plutôt que de les diriger, diriger vers un réseau d'avaloirs et d'égouttage, ici, elles sont dirigées vers une noue qui, comme je me répète encore, va stocker cette eau de ruissellement, va la stocker avant son infiltration. On voit aussi ici qu'elle sert d'aménagement au niveau de la sécurité, séparation des automobilistes et des cyclistes. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est que les eaux de ruissellement qui sont donc faiblement contaminées, ces micropolluants peuvent être captés par les micro-organismes présents naturellement dans les racines de tous les végétaux là, qui sont installés. Ils vont être captés par ces racines et dégradés. C'est la phytoépuration. Donc, c'est encore une fonction supplémentaire de ce type d'aménagement. Pour autant, évidemment, qu'on laisse passer l'eau dans la noue, parce que souvent, les bordures les en empêchent. Je suis sûre qu'en rentrant chez vous, vous verrez ce genre d'installation, peut-être pas des noues, mais au moins des arbres qui séparent deux voies d'accès et qui ont des bordures qui empêchent les eaux de ruissellement d'atteindre les arbres. Un classique. Donc ici, on peut aussi dire si on a un accident, donc une pollution plus importante, genre un camion qui se renverse ou quoi, si du mazout, par exemple, se répand dans les avaloirs et dans le système d'égouttage, ce sera quasiment impossible, mission impossible d'aller récupérer la pollution, alors qu'ici, on peut imaginer qu'elle soit bien localisée, on peut excaver ces terres polluées et les gérer de manière plus favorable, je vais dire. Alors, voilà, je vais rentrer maintenant dans une nouvelle partie du référentiel. Le référentiel, donc, doit être vu comme un guide pratique, ça je vous ai dit. Il vous propose également un schéma décisionnel pour, à partir du moment où vous avez un projet, vous êtes devant la feuille blanche, vous permettre de vous aider dans vos réflexions de gestion des eaux pluviales. Alors, ce schéma décisionnel, il est scindé en 4 étapes. Donc, voici la première, la plus importante, c'est l'étape d'évaluation. Donc, on est vraiment au niveau de la feuille blanche. Vous allez d'une part devoir gérer, identifier plutôt, pardon, le volume d'eau que votre projet et ses surfaces imperméabilisées vont gérer lors d'une pluie de référence. Ça, vous verrez les calculs plus tard avec mon collègue Maxime. Mais vous allez aussi identifier les différentes contraintes qui sont liées à la parcelle qui vous intéresse. Contrainte environnementale, ça veut dire, par exemple, est-ce que cette parcelle se trouve en zone de prévention de captage? Est-ce qu'il y a un axe de ruissellement qui la traverse? Est-ce qu'il y a une ouatteringue? Est-ce qu'il y a un aléa d'inondation? Est-ce qu'il y a, que sais-je, une zone karstique? Enfin, tous ces genres de choses que vous pouvez trouver sur WallonMap notamment. Contraintes liées à la parcelle, notamment aussi sur est-ce que j'ai la place pour infiltrer ces eaux, pour gérer ces eaux à la parcelle? Est-ce que j'ai de l'espace disponible? Mais aussi, est-ce que mon terrain est favorable au niveau du relief? Est-ce qu'il n'y a pas une pente défavorable qui va faire que l'infiltration est carrément déconseillée? Et en fonction de ces deux paramètres-là,
vous réaliserez un test de perméabilité qui vous permettra d'objectiver la perméabilité de votre sol et de dimensionner les différents dispositifs à mettre en œuvre. Alors, l'étape suivante. Voilà, c'est l'étape éviter. Donc, à cette étape-ci, on est plutôt à l'étape du projet. Vous avez déjà l'idée de votre projet et vous continuerez à penser à ne pas rejeter d'eau pluviale dans l'égout pour éviter tout risque vers l'aval. Ça va devenir un vrai réflexe. Mais pensez également aussi à limiter l'imperméabilisation du sol. Ça veut dire limiter l'emprise au sol de votre projet, ce qui n'est pas toujours sexy pour un architecte, mais aussi utiliser un maximum de revêtements semi-perméables, de revêtements drainants pour les abords. Ça, c'est plus classique. L'étape numéro 3, atténuer. Alors là, on est au niveau des dispositifs que vous allez installer sur la parcelle pour gérer les eaux pluviales. Donc, comme Adrien vous l'a dit tout à l'heure, il faut évidemment respecter la hiérarchie des exutoires qui se trouvent pour les projets en zone d'assainissement collectif dans l'article R277 du Code de l'eau. Vous connaissez la musique. Et puis, les rejets vers les eaux de surface en numéro 2 après l'infiltration et en tout dernier recours, le rejet à l'égout. Si vous n'arrivez pas à viser le zéro rejet, vous pouvez aussi penser à l'infiltration partielle. Ça, c'est aussi une thématique que va développer Maxime dans l'intervention suivante. Et enfin, j'en terminerai par là, l'étape numéro 4, c'est une étape dite de compensation qui ne concerne en fait que les gros projets. Les gros projets pour lesquels les impacts sont inévitables. Et là, à ce moment-là, les autorités compétentes ou un bureau d'études spécialisé vous aidera à compenser l'impact de votre gros projet en amont ou en aval, mais en tout cas hors de la parcelle qui vous concerne, pour favoriser une bonne gestion des eaux pluviales et limiter le risque en aval. Donc, ça pourrait être l'aménagement des plantations de haies ou une restauration de zones humides ou, je sais pas moi, une reméandration de cours d'eau, des choses comme ça. Mais ça, c'est à discuter évidemment avec les autorités qui se trouveront autour de la table lors de la présentation de votre gros projet. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et je cède donc la parole à ma collègue Lindsay. Merci pour votre attention. Bonjour à tous et tous. Donc, moi, ma collègue Cathy vous a présenté les 4 étapes et ces 4 étapes vont se décliner en 14 balises qu'il faut passer en revue pour un projet d'aménagement et c'est ce que je vais vous présenter ici. Alors, donc, la première étape, il s'agit de l'étape d'évaluer. Donc, c'est d'identifier les besoins d'un projet en termes de volume d'eau pluviale à gérer et les contraintes environnementales qui vont peser sur cette gestion des eaux. La première balise va consister à déterminer le volume d'eau à maîtriser. Donc, cela va vous permettre de dimensionner les dispositifs d'infiltration ou de rétention qu'il faudra prévoir dans le cadre de votre projet. Alors, le dimensionnement sera conditionné par plusieurs paramètres. L'intensité des pluies, la période de retour, qui sera généralement de 25 ans, le débit de fuite vers l'exutoire considéré, les surfaces imperméabilisées et le taux d'imperméabilisation. Donc, tous ces éléments-là vont faire partie de la feuille du calcul du volume d'eau à maîtriser qui a été mis en place par le groupe transversal inondation. Je ne vais pas aller plus loin ici puisque mon collègue Maxime vous expliquera en détail la fiche dans la suite du webinaire. La deuxième balise, Cathy vous en a déjà un petit peu parlé. J'ai un petit souci pour le passage des slides. Désolée, voilà. Donc, la balise 2, c'est vraiment d'identifier si votre projet va se situer dans une zone qui va présenter des contraintes pour l'infiltration des eaux pluviales. Donc, ces contraintes
peuvent limiter la possibilité d'infiltration. Et alors, ces contraintes, ce sont les zones d'aléas d'inondation et les axes de ruissellement, les sites et les sols potentiellement pollués, les zones de prévention de captage, les waterings, les zones karstiques. Et alors, toutes ces informations-là sont disponibles sur le géoportail de la Wallonie, WallonMap. La troisième étape, qui est l'étape importante également, c'est d'évaluer la perméabilité de votre sol. Donc, l'infiltration des eaux pluviales va vraiment dépendre de ce paramètre et celle-ci va être définie par la vitesse d'infiltration de l'eau et est liée à la nature et à la texture du sol. Donc, on va considérer qu'un sol est apte à l'infiltration lorsque sa vitesse va se situer entre 10-6 mètres par seconde et 10-2 mètres par seconde. Mais comme le disait Cathy, l'infiltration sera toujours à préconiser, même si on a des vitesses d'infiltration qui sont inférieures à 10-6 mètres par seconde ou supérieures à 10-2 mètres par seconde. La seule contrainte c'est si votre nappe d'eau souterraine est inférieure à 1 mètre de profond, alors l'infiltration dans ce cas-ci sera exclue. Donc, pour connaître votre vitesse d'infiltration, il faudra faire un rapport de perméabilité et celui-ci doit contenir un sondage pédologique et 3 tests de perméabilité. À savoir que les tests sont à réaliser à l'emplacement pressenti pour les dispositifs d'infiltration. Parfois, il y a des tests qui ne sont pas faits à l'endroit du dispositif et donc ça ne permet pas de savoir si l'infiltration sera possible à cet endroit-là ou pas. La quatrième balise, lors de l'élaboration du projet, c'est vraiment conseillé de consulter les instances d'avis pour choisir vraiment la méthode de gestion durable des eaux pluviales qui sera la plus appropriée, notamment lorsque l'infiltration ne sera pas entièrement possible ou alors que vous avez des contraintes environnementales qui interdisent celle-ci. Donc, les instances d'avis à consulter vont dépendre des types d'exutoires et des types de contraintes environnementales. Donc, par exemple, pour les égouts, ce sera le collège communal. Pour les axes de ruissellement, ce sera la cellule Giser du SPW. Alors, pour résumer cette étape évaluée, donc elle porte vraiment sur le contexte, c'est vraiment de connaître les contraintes qui vont peser sur votre projet. Et il faudra identifier le volume que vous pourrez infiltrer. Et si une partie du volume ne peut pas être infiltrée, c'est le respect de la hiérarchie des exutoires dont on a déjà parlé. Et ce sera donc soit un renvoi vers l'exutoire naturel, et si ce n'est pas possible, alors à ce moment-là, un renvoi vers l'égout. On va passer à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est d'adapter votre projet au contexte pour éviter vraiment toute forme de risque en aval du projet. Et la première balise, ça va être de limiter l'imperméabilisation autant que possible. Donc, ça peut se faire en limitant l'emprise au sol des bâtiments, en privilégiant la densification des zones qui sont déjà construites, en utilisant des matériaux perméables. Alors, le référentiel propose de calculer un coefficient d'imperméabilisation pour le projet. Alors, il est calculé sur base du rapport entre les surfaces nouvellement imperméabilisées et la surface totale du projet ou du site. Donc, la surface imperméabilisée est déterminée sur base de l'emprise au sol cumulée de l'ensemble des nouvelles constructions, à l'exception de tout ce qui est bâtiment couvert de toiture verte, et donc c'est le coefficient 0,25 que vous retrouvez ici, et bien sûr à l'exception de tout ce qui est surface d'algazon, gravier, etc., qui ne sont pas reprises dans le calcul. Alors, le référentiel va proposer des valeurs de coefficients, mais les communes peuvent imposer des coefficients maximum dans les schémas de développement communaux, dans les schémas d'orientation locale, mais aussi dans les guides communaux d'urbanisme.
Et donc, les communes peuvent aussi demander une adaptation du projet pour réduire ce coefficient. La balise numéro 6 consiste à éviter la saturation des réseaux de collecte et d'égouttage. Donc, pour cela, c'est toujours priorité à l'infiltration. Et lorsque l'infiltration ne sera pas possible, le solde non infiltrable sera rejeté soit, comme je le disais avant, vers un exutoire naturel ou, lorsque ce n'est pas possible, vers l'égout. Mais pour tout raccordement, c'est important de demander toujours l'autorisation du gestionnaire parce que lui mettra des contraintes de rétention sur le rejet des eaux. Et le débit d'eau pluviale rejeté sera toujours limité à 5 litres par seconde par hectare au maximum. La balise 7 va consister à éviter tout rejet de polluants dans l'environnement. La balise 8, là, c'est vraiment dans le cas où la parcelle présente un risque d'inondation. On va prendre des mesures pour ne pas aggraver les risques à l'aval du projet. C'est ce que Cathy expliquait précédemment. Et on va proposer des aménagements pour faire face à une éventuelle inondation. Donc, les mesures à prendre, ça va être de mettre en place des dispositifs pour recueillir et temporiser les eaux. Mais il est important aussi que ces dispositifs soient pérennes en cas d'inondation et soient aussi stabilisés et lestés pour ne pas être emportés en cas de crue. Et dans les zones qui sont situées en amont de zones inondables, la période de retour pourrait être supérieure à 25 ans pour avoir une sécurité. Voilà pour cette deuxième étape. On va passer à l'étape numéro 3, donc l'étape atténuée, qui est la mise en place de dispositifs sur site. Donc, c'est vraiment de définir les dispositifs à mettre en œuvre pour infiltrer les eaux pluviales et retenir les eaux en amont afin de réduire la quantité d'eau que vous allez rejeter soit dans un exutoire naturel, soit à l'égout. On est toujours dans la même logique. Donc, pour tous vos projets, la balise 9, c'est vraiment de... Pardon, j'ai cliqué trop vite. C'est pour tout nouveau projet, si c'est possible, si les conditions qu'on a vues au préalable sont réunies, que vous n'avez pas de contraintes, c'est un maximum de privilégier l'infiltration des eaux de pluie sur le site ou la parcelle. Mais pour cela, vous avez besoin d'avoir un espace suffisant, des surfaces perméables qui ont une taille suffisante pour accueillir un dispositif d'infiltration. Et dans les cas où le potentiel d'infiltration ne serait pas suffisant, on pourrait aménager un ou plusieurs dispositifs de rétention pour le solde non infiltrable. Alors, il existe plusieurs types de dispositifs d'infiltration. Vous avez les NOU, dont Cathy a déjà parlé, et les structures alvéolaires, ultra légères. On va passer à la balise 10. Donc, la balise 10 consiste à renforcer la perméabilité et le stockage au sein des infrastructures. La balise 11, il est possible d'intégrer au sein des bâtiments des dispositifs de stockage d'eau pluviale qui pourront aussi servir à des usages domestiques ou à l'entretien des espaces verts. Mais il est important de préciser les citernes d'eau de pluie ne sont pas des dispositifs de rétention et de gestion durable des eaux pluviales. C'est les citernes à orage qui sont vides en fait en temps normal et vont permettre de temporiser les eaux en cas de pluie.
Ou alors, vous avez les deux types, une partie pour récupérer de l'eau de pluie pour sa réutilisation et une autre partie qui sera vide pour stocker les eaux en période de pluie exceptionnelle. La dernière balise de cette troisième étape est d'aménager le relief du sol pour ralentir le ruissellement au sein du projet. Enfin, la dernière étape, qui est l'étape, pardon, ça ne passe pas, voilà. L'étape compensée, ce sera la mise en œuvre de dispositifs hors site. Donc, lorsqu'on ne sait pas mettre en place des mesures à l'échelle du site ou de la parcelle ou qu'elles sont insuffisantes, on peut mettre en œuvre d'autres mesures qui se font pour des projets de plus grande envergure. Donc, ces mesures sont mises en œuvre sur le territoire de la commune sur laquelle sera implanté le projet. Et ça va consister en des actes ou travaux qui seront imposés aux demandeurs. Et ces mesures sont toujours discutées préalablement avec l'autorité compétente. Et la première de ces mesures, ce sera la désimperméabilisation, qui consiste à éliminer les revêtements de sol imperméables et à les remplacer par des matériaux perméables. Donc, ça va présenter plusieurs fonctions, plusieurs utilités. C'est de limiter le ruissellement et donc réduire le risque d'inondation. Ça va être utile pour la recharge des nappes et souvent, ça offre aussi un meilleur cadre de vie aux habitants et c'est souvent des aménagements d'espaces verts, de parcs de loisirs au sein d'espaces urbanisés. Et la dernière balise reprise dans le référentiel, la balise 14, c'est de mettre en place des mesures qui vont viser à réduire l'impact d'un projet sur la gestion des eaux en privilégiant des solutions fondées sur la nature. Donc, ces mesures sont par exemple, Cathy l'avait déjà dit dans sa présentation, ce sera la création de bassins de compensation, ce sera la création d'une réserve naturelle, ce sera la plantation de haies, la restauration ou la création de zones humides, par exemple. Donc voilà pour l'ensemble des balises qu'il est nécessaire et utile de parcourir lors de l'élaboration d'un projet. Maintenant, à la fin du référentiel, vous allez aussi retrouver 10 fiches techniques qui vont décrire des dispositifs d'infiltration. La slide n'est pas passée. Hop. Voilà. Et je vais parcourir rapidement ces 10 dispositifs et vous les présenter. Donc, tout d'abord, la première, je pense que tout le monde connaît ce dispositif, c'est la citerne. C'est le réservoir qui est fermé, qui est destiné au stockage d'eau. Ensuite, vous avez la toiture verte. Donc, c'est des toitures qui sont recouvertes d'un substrat qui vont permettre le développement de la végétation et d'une couche drainante. Elles peuvent constituer une mesure de rétention pour les volumes d'eau pluviale et permettre ainsi de réduire les pointes de débit qui proviennent du toit avec l'évapotranspiration des végétaux. Vous avez également le puits d'infiltration, qui sont un peu une évolution du puits perdant. C'est vraiment un ouvrage compact de plusieurs mètres de profondeur. Rappelez que ces ouvrages sont proscrits dans les zones de prévention de captage. Vous avez aussi tout ce qui est revêtement perméable, qui désigne tous les revêtements de sol qui vont laisser s'infiltrer une partie des eaux. Ils peuvent constituer une solution alternative à tous les autres revêtements traditionnels. Et puis, vous avez également les bassins secs. Donc, les bassins secs, c'est des ouvrages de stockage à l'air libre pour les eaux pluviales. Et alors, les eaux sont ensuite évacuées soit par évaporation ou infiltration la plupart du temps. Parfois, il y a aussi un rejet vers l'exutoire qui est possible. Alors, les 5 autres dispositifs, il y a le bassin en eau.
qui est une masse d'eau de taille variable qui va intervenir comme dispositif de rétention, de stockage, moins souvent comme infiltration. Il y a toujours de l'eau, c'est ce qui le distingue par rapport au bassin sec. Vous avez les noues, dont Cathy vous a parlé, illustré également dans sa présentation, donc qui sont des dépressions et qui permet l'évacuation, l'infiltration des eaux pluviales. C'est souvent apparenté un peu à un fossé perméable et les noues sont souvent aménagées en espace vert. Vous avez également les fossés à redans, qui sont une variante des fossés classiques avec des petites buttes qui créent une succession de compartiments et du coup, ça freine ainsi les transferts et ça permet à l'eau de s'accumuler, de s'infiltrer. Vous avez les tranchées drainantes et infiltrantes qui sont des dispositifs linéaires constitués de matériaux poreux comme les pierres, les billes d'argile et dont la fonction est de drainer les eaux pluviales. Et puis, le dernier dispositif, c'est tout ce qui est structure réservoir. Donc, les structures réservoirs, c'est une structure sous-jacente à un espace de roulage ou de stationnement et qui sont constituées d'un matériau poreux ou drainant. Donc, voilà. Donc, à la fin du référentiel, vous retrouvez pour tous ces dispositifs la définition de l'ouvrage, le principe de fonctionnement, leur typologie, comment les réaliser, les concevoir, les entretenir et où les implanter. Je cède la parole à Maxime qui va vous présenter la fiche. Merci à tout le monde. Bonjour, est-ce que ok, et là je n'arrive pas. Et les slides, ah voilà, donc bonjour, je vais moi vous parler de la fameuse fiche de dimensionnement d'un ouvrage d'infiltration, donc la feuille de calcul qui a été mise en place par le groupe transversal inondation, groupe GTI, et donc ça ne passe vraiment pas. Voilà. Donc cette fiche, comme on l'a dit, c'est un complément au référentiel. L'idée est d'harmoniser les méthodes de calcul pour le dimensionnement des eaux pluviales en Wallonie, les harmoniser entre aussi bien les communes, les auteurs de projets, les bureaux d'études ou nous, Idelux Eau. Cette fiche, elle ne permet de dimensionner les ouvrages uniquement pour les eaux pluviales. Pour les eaux épurées, ça reste les conditions intégrales et sectorielles qui restent d'application pour le moment. C'est une nouvelle version de la fiche qui existait déjà. Donc, cette fiche était déjà disponible. Il y avait déjà une fiche qui était disponible, que vous connaissez tous certainement, qui permettait de dimensionner uniquement les ouvrages de rétention. Donc, elle ne permettait pas de dimensionner l'infiltration des eaux de pluie. Maintenant, elle a cette particularité-là. Donc, cette fiche, avant, elle n'avait qu'un seul onglet. Maintenant, elle en a deux. Et donc, elle permet de faire deux choses. On va voir ensemble ces deux onglets. Donc, la première, ça va permettre l'infiltration seule à 100%. Et le deuxième onglet va permettre de faire de l'infiltration avec un rejet. Donc, ce qu'on a appelé l'infiltration partielle. Et en plus, ça aussi, on va le voir ensemble, ce deuxième onglet va permettre de faire quand même ce qui était disponible avant, de faire uniquement de la rétention sans infiltrer du tout, dans le cas où on ne s'est vraiment pas infiltré. Donc, pour dimensionner les ouvrages, donc les bassins d'orage ou les citernes de temporisation. Alors, évidemment, les auteurs de projets sont libres de continuer à utiliser leur propre outil de dimensionnement, mais l'idée, ce serait quand même
à ce moment-là d'utiliser cette fiche pour vérifier les calculs qui ont été faits et donc d'idéalement les joindre aux demandes de permis pour simplifier notamment le travail des communes et éventuellement de nous et des Luxo. Comme je le disais, l'idée est vraiment d'harmoniser le calcul de l'infiltration des eaux pluviales. Par contre, cette fiche, je vous disais qu'elle remplace la fiche précédente, mais l'endroit, le lieu de stockage, là où la fiche est disponible, n'a pas changé. Donc la fiche est disponible au même endroit sur le site inondation.wallonie.be. Et ça ne change toujours pas. Hop là, voilà. Alors, donc, on va commencer par le premier onglet. Donc, ce premier onglet va permettre de calculer des ouvrages avec 100% d'infiltration. Donc, 0 rejet. Vous verrez qu'en jaune, et ça c'est déjà le même fonctionnement qu'avant sur la fiche qui permettait de mesurer la temporisation, en jaune, ce sont les cellules à compléter et en vert, ce sont des cellules qui contiennent des formules, donc des cellules qui sont verrouillées. Et donc dans ce cas-ci, on a pour exemple un projet, on va dire d'une habitation, sur la commune de Ouellin. Donc la première chose, c'est d'encoder. Ah pardon, oui. La toute première chose, vous verrez qu'en ouvrant cette fiche sur le site Inondation Wallonie, la partie où c'est marqué 1, et il y a un petit 0. Donc vous êtes obligé, en ouvrant cette fiche, de mettre un 1, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc d'accepter les conditions et de vérifier que vous avez lu le mode d'emploi de cette fiche, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous allez encoder la commune. Pourquoi encoder la commune? En off, derrière ce fichier, il y a des données pluviométriques adaptées à chaque commune, donc vous ne pourrez pas faire ça. Ensuite, vous allez encoder la surface de référence. Qu'est-ce que c'est que la surface de référence? Pour un permis d'urbanisme, on parle de la surface de la parcelle. Par contre, pour un permis d'urbanisation ou pour un sol, là, on va parler de la surface de l'entièreté du site. Ensuite, vous allez encoder les surfaces incidentes. Alors, c'est quoi une surface incidente? Dans notre cas, ce sont les surfaces sur lesquelles il va y avoir une précipitation et l'idée est de récolter, canaliser ces précipitations et devoir les gérer dans notre ouvrage d'infiltration ici. Donc, vous n'encoderez que les surfaces dites incidentes pour le projet. Et vous voyez qu'à gauche de chaque surface encodée, vous avez un coefficient de ruissellement qui est pré-encodé en fonction de la nature de la surface. Et donc, ça va vous calculer, tout ça, ça va aider à calculer le volume finalement d'eau de pluie à maîtriser. Et donc, dans notre exemple ici, j'ai mis une toiture de 120 mètres carrés. Vous voyez que le coefficient de ruissellement est bien évidemment 1, puisque chaque petite goutte d'eau qui va tomber sur la toiture sera récoltée et donc sera à gérer. J'essaye de passer ensuite. Je sais pas. Merci. Alors, ensuite, vous allez encoder en 5 la surface infiltrante du projet. Donc, c'est la superficie du mode d'évacuation, du dispositif d'infiltration, pardon. Par contre, on va ici différencier deux choses. Si c'est un puits perdant, on va tenir en compte de la surface horizontale plus la surface des parois latérales. Si on est sur un autre type de dispositif, type tranchée, lit d'infiltration ou une noue, là, on va tenir compte uniquement de la projection horizontale du dispositif. Voilà. Je n'ai pas accès aux petites flèches. Voilà, encoder. En 6, vous allez encoder la vitesse d'infiltration, donc le coefficient d'infiltration, qui est évidemment le résultat des tests de perméabilité. Et alors, en 7, la donnée de sortie, la fiche va vous calculer
automatiquement le volume d'eau à maîtriser et un temps de vidange. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce volume d'eau et ce temps de vidange? Il y a deux choses. Voilà. Alors, la première chose, donc vous allez avec ça dimensionner votre dispositif d'infiltration. L'idée, c'est que la fiche vous a sorti un volume d'eau à maîtriser. L'idée, c'est que vous allez devoir concevoir un dispositif pour lequel le volume d'eau qui va être maîtrisé par ce dispositif doit être supérieur ou égal au volume d'eau à maîtriser qui a été indiqué par la fiche. Attention évidemment que le volume du dispositif en lui-même sera différent du volume d'eau maîtrisé par ce même dispositif. Ça pourrait être différent. Pourquoi? Évidemment, on va devoir tenir compte du vide disponible. Là, ici, à droite, vous avez l'exemple d'un lit d'infiltration. Donc ici, on a du ballast qu'on utilise pour les lits ou les tranchées drainantes. On voit que le pourcentage de vide est de 30%. Donc le volume d'eau maîtrisé par le dispositif d'infiltration sera égal au volume du dispositif fois ce pourcentage de vide. Pour les SAUL, donc les structures alvéolaires ultralégères dont on a parlé, il est de plus ou moins 90-95%. Pour connaître le pourcentage exact, il faut évidemment se référer à la fiche technique émise par le fabricant. Par contre, pour une noue ou un puits perdant, le pourcentage de vide, il est de 100%. La deuxième chose à vérifier après avoir regardé au volume d'eau à maîtriser, c'est le temps de vidange. Donc le temps de vidange, vous devez vous assurer qu'il est inférieur à 48 heures pour éviter d'inonder votre dispositif. Et donc ici, exemple, voilà, petit exemple, toujours sur la commune de Ouellin avec la fameuse toiture de 120 mètres carrés. Donc les eaux sont envoyées vers une citerne d'eau de pluie, mais dans l'exemple ici, la citerne d'eau de pluie, c'est une citerne de réutilisation, donc qui n'a aucun impact sur la rétention ou l'infiltration évidemment des eaux, donc on n'en tient pas compte dans le calcul. Et voilà, donc ici, on avait notre fameux dispositif d'infiltration envisagé. Donc on avait vu dans la fiche préalablement qu'on avait 25 mètres carrés de surface. Et donc, on a un lit d'infiltration de 5 mètres sur 5 mètres, d'une profondeur de 60 cm de profond. Ce qui nous donne un volume total, donc de terre excavée, au final, on a 15 mètres cubes. Mais comme on tient compte de 30% de vide, étant donné qu'on a mis du ballast, on maîtrise 4,5 mètres cubes, ce qui est exactement le volume qui était à maîtriser, le volume demandé par la fiche. Voilà, donc ça, c'était quand on fait 100% infiltration. Maintenant, dans ce fichier, dans cette feuille de calcul, il y a donc un 12e onglet qui s'appelle infiltration et rejet. Voilà. Alors, la fiche infiltration et rejet, elle est juste à côté de la précédente. Vous verrez qu'elle a déjà au-dessus, il y a un peu de changement. Vous avez des cases grises. Les cases grises, en fait, ce sont les données qui sont issues de la fiche infiltration. Ce qui signifie qu'avant d'envisager un rejet après votre infiltration, vous devez d'abord avoir pré-encodé vos valeurs, vos surfaces et les surfaces, le coefficient de la vitesse d'infiltration aussi, je pense, dans le premier onglet. Et donc, si vous voyez avec le premier onglet que l'infiltration à 100% n'est pas possible, soit parce que la parcelle, par exemple, est trop petite, donc l'ouvrage d'infiltration sera trop petit pour la parcelle, ou alors que vous êtes, par exemple, avec des vitesses d'infiltration vraiment très faibles, ce qui vous donnerait un ouvrage beaucoup trop grand. Et bien là, vous passez sur ce deuxième onglet pour envisager un rejet. Et donc, ce deuxième onglet reprend les données qui ont déjà, en tout cas certaines données qui ont déjà été préencodées dans le premier, notamment la surface de référence là, qui reste dans notre exemple de 700 mètres carrés, la commune reste encodée et les surfaces incidentes également. Même chose qu'avec le... Ça ne prend pas...
Merci Maëva. Même chose que le fichier précédent, vous devez également mettre un petit 1 à la place des 0, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, donc, on est bien d'accord que s'il y a rejet, qui dit ça, le rejet équivaut ici à un débit de fuite admissible, c'est-à-dire qu'on va faire un trop-plein, entre guillemets, c'est pas réellement un trop-plein, parce qu'un trop-plein, c'est quand le dispositif est vraiment surchargé. Ici, on va gérer le débit de fuite. Le débit de fuite, on l'a dit tantôt, pour l'égout, il est de 5 litres seconde hectare, mais il est déterminé par, évidemment, le gestionnaire du milieu récepteur. Par exemple, si vous êtes dans un cours d'eau, il pourrait être différent en fonction du gestionnaire. Par défaut, il est encodé dans la fiche à 5 litres seconde hectare. Donc, si vous n'y touchez pas, il restera à 5 litres seconde hectare. La surface infiltrante, là, je suis toujours sur mon exemple d'un projet à Ouellin, toujours 25 mètres carrés que vous devez toujours encoder. La vitesse de perméabilité doit toujours être encodée, bien évidemment. Et vous avez votre donnée de sortie ici qui est le volume d'eau à maîtriser. Vous avez remarqué qu'on est passé de 4,5 mètres cubes en infiltration pure à 2,6 mètres cubes. C'est-à-dire que vous avez diminué votre volume d'eau à maîtriser, ce qui fait que votre dispositif d'infiltration peut diminuer. Et donc là où avant on aurait dit l'infiltration n'est pas possible parce que je n'ai pas la place, ma vitesse d'infiltration est trop faible, mon dispositif serait beaucoup trop grand. Et bien maintenant, on peut faire donc, ce qu'on appelle l'infiltration partielle. Donc, c'est-à-dire qu'on va quand même infiltrer ce qu'on peut avec la surface qui est disponible et on va rejeter dans le milieu récepteur, ici dans notre cas du 5 litres seconde hectare. Petit exemple pour illustrer les dires ici. Voilà. Donc ici, volontairement, j'ai mis une toute petite parcelle de terrain. On a une toiture de 210 mètres carrés à gérer, des pavés drainants, 60 mètres carrés. Le tout est récolté. Et on imagine, vu le peu de place, on va imaginer une noue. On a quand même un égout devant la maison. Mais pour le moment, on va essayer de voir s'il y a moyen d'infiltrer 100% de ces eaux. La distance maximale, pour l'exemple ici, on va dire qu'on a 19 mètres maximum à accorder de long pour notre noue. Et vous voyez sur le schéma au-dessus à gauche, la noue, elle aura un profil de 2 mètres de large, en tout cas en surface, donc à hauteur du terrain, une profondeur de 30 cm et les bords auraient une pente de 30 degrés. Et donc, on va remplir la fiche infiltration. Et la fiche infiltration, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire qu'on a besoin, avec le maximum, voilà, on a besoin de maîtriser 9,2 mètres cubes. Et ici à droite, vous voyez, ça c'est extrait d'un fichier Excel qui permet simplement de dimensionner les volumes de la noue, pardon. Et donc, on voit que pour pouvoir maîtriser 9,2 mètres cubes, nécessaires par rapport aux surfaces incidentes qui ont été encodées, vous voyez 210 mètres carrés de toiture et 60 mètres carrés de pavés drainants. Eh bien, pour pouvoir gérer 9,2 mètres cubes, notre noue devrait avoir une longueur de 21 mètres. Si la noue a une longueur de 21 mètres, elle permet de maîtriser 9,3 mètres cubes. Donc là, ça irait. Par contre, on a dit qu'on n'a pas 21 mètres. Donc, on va passer à l'onglet numéro 2, donc infiltration et rejet. Même donnée, donc 60 mètres carrés, 210 mètres carrés de 60 mètres carrés de pavé drainant, 210 mètres carrés de toiture. La vitesse d'infiltration est toujours la même que pour l'exemple. Et par contre, ici, on voit que avec un rejet de 5 litres seconde hectare, on peut diminuer la longueur de notre noue à 18,50 mètres. À ce moment-là, on a besoin de gérer 8,1 mètres cubes et une noue de 18,50 mètres, telle qu'elle est dimensionnée là, donc avec 2 mètres de large, etc., 30 cm de profond, elle va permettre de gérer 8,2 mètres cubes d'eau. Donc voilà, là où on se serait dit à l'époque, voilà, la noue, c'est pas possible.
on va mettre une citerne de temporisation et rejeter à l'égout, donc on n'aurait rien infiltré du tout. Et bien maintenant, on va pouvoir mettre une noue de 18,50 m et avec un trop-plein vers l'égout à 5 litres seconde hectare. Voilà pour infiltration avec rejet. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, troisième utilisation, possibilité pour cette fiche, c'est de quand même faire de la rétention sans infiltration. Donc, quand on n'a vraiment pas le choix sur un sol qui n'infiltrerait pas du tout, ou alors sur une parcelle comme mon exemple ici, voilà, on est dans une rénovation, on n'a que de l'asphalte, on n'a vraiment pas de terrain pour infiltrer. On va partir sur une citerne de temporisation. Ben là, c'est ce que faisait l'ancien fichier GTI. Il suffit, entre guillemets, d'encoder les surfaces incidentes. Par contre, particularité, dans la partie là où c'est entouré en rouge, surface infiltrante, évidemment, comme on a dit qu'on n'infiltre rien, on met 0. Coefficient d'infiltration, on n'en a pas puisqu'on n'infiltre pas. Et donc, le fichier va nous sortir le volume à maîtriser. Donc, dans notre exemple ici, une toiture de 250 m², un parking asphalté 90 m², eh bien, on va mettre une citerne de temporisation de 15 m³ pour pouvoir gérer les 14,8 m³ demandés par le fichier en question. Voilà. Eh bien, un grand merci pour votre attention. Je vais passer la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc j'espère que vous nous avez bien tous suivis, qu'on ne vous a pas perdu en cours de route. Donc ici, pour votre information, on va organiser donc le 19 septembre une journée de terrain, donc découverte des ouvrages avec l'équipe des conseillers en environnement. Donc ici, en fait, l'objectif, ce sera vraiment d'embarquer tous ensemble dans un bus et finalement de se déplacer d'ouvrage en ouvrage de gestion intégrée des eaux pluviales, à la parcelle bien sûr, donc au niveau de chez les particuliers. Le but étant de vous montrer un peu la diversité en termes de dispositifs d'infiltration qu'il existe et comment finalement on peut facilement intégrer ce genre de dispositif en fait au niveau de la parcelle. Donc je tenais aussi à vous rappeler donc, qu'il existe une newsletter au niveau d'Ideluxo. Donc ici, je vous ai remis, le QR code qui vous dirige finalement vers le formulaire d'inscription. C'est pour ça que je vais laisser cette slide, quelques instants. Donc ici, merci pour votre attention et s'il vous reste des questions ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas finalement à prendre contact avec nous. Donc toute l'équipe des conseils en environnement attend vos retours et vos questions. Vous pouvez nous contacter donc par l'adresse mail infoligne@idelux.be ou par notre numéro de téléphone donc centralisé.